Je ne vais pas venir ici vous dire que nous allons faire un grand discours pour ouvrir une nouvelle page de la relation entre la France et l'Afrique. Ou je ne suis pas venu ici vous dire quelle est la politique africaine de la France, comme d'aucuns le prétendent. Parce qu'il n'y a plus de politique africaine de la France. Ce discours qui consiste à dire mon problème, ou dès que j'ai un problème, c'est toujours la France, c'est pas un discours qui permet de tourner la page. C'est pas un discours qui permet d'aller de l'avant. Donc je vais répondre à chacun de vos points, mais je vais répondre avec la bienveillance ambitieuse que j'ai pour notre relation, et pas la revendication un brin haineuse qu'il peut y avoir dans certaines interpellations. Parce qu'on ne construira rien là-dessus. Pourquoi vouloir absolument une rupture? Va-t-on verser plus d'argent dans un tonneau des Danaïdes? Où sont les hotspots promis? Voici quelques questions, quelques commentaires, quelques-unes de vos réactions, de vos nombreuses réactions sur le forum du Figaro depuis que l'on couvre, que l'on fait le récit de cette tournée d'Emmanuel Macron en Afrique commencée en début de semaine. En attendant, nous, on vous pose une question, elle est sur Twitter. Êtes-vous satisfait du voyage d'Emmanuel Macron en Afrique? Vous êtes une petite majorité pour l'instant à répondre oui. Vous continuez à voter tout au long de cette émission. Hashtag Figaro Live, hashtag les décrypteurs au pluriel, tout attaché. Et pour vous éclairer, Anne Chevial, bonjour, service économie internationale du Figaro. Vous revenez aussi d'Afrique, du Maroc très exactement. On peut lire d'ailleurs ce matin votre dossier dans le Figéco. Maroc, tête de pont entre la Chine et l'Afrique. Article bien sûr à retrouver sur lefigaro.fr. À côté de vous, Jean-Pierre Marcelli, bonjour. Bonjour. Directeur du département Afrique de l'Agence française du développement. Face à vous, Emmanuel Bett, bonjour. Ancien ambassadeur de France au Burkina Faso et ancien commandant de la force Licorne en Côte d'Ivoire. Vous avez une très bonne même connaissance de l'Afrique et une double expérience, celle d'un militaire et celle d'un diplomate. Vous avez d'ailleurs par ailleurs dirigé la coopération de défense et de sécurité et vous revenez également d'Afrique et vous faire merci donc de faire étape au Figaro. Jean-Paul Goerevitch connaît également bien l'Afrique. Bonjour. Bonjour. Vous êtes consultant et votre spécialité également c'est les migrations. Vous êtes auteur notamment des véritables enjeux des migrations. C'est aux éditions du Rocher et on signale également un autre de vos ouvrages, Les migrations pour les nuls. C'est aux éditions First. On va aller tout de suite à Abidjan, puisque hier soir, Emmanuel Macron s'est exprimé sur un sujet qui a beaucoup ému l'opinion publique récemment. Ce sont ces scènes révélées par la chaîne américaine CNN de marché aux esclaves dans la banlieue de Tripoli, en Libye, ces migrants qui sont vendus comme esclaves. Et le président de la République a répondu à ce défi. Voici ce qui va être fait. Ces trafiquants d'êtres humains sont profondément liés au réseau de trafiquants d'armes, de trafiquants de drogue et aux mouvements terroristes qui opèrent dans toute la région, dans toute la bande sahélo-saharienne, du Golfe de Guinée jusqu'à la Libye. Il a donc été acté qu'une coopération étroite serait mise en place avec une task force opérationnelle associant les services de police et d'intelligence entre l'ensemble des gouvernements présents autour de la table, avec un lien étroit qui sera fait également avec toutes les puissances non représentées mais utiles pour démanteler les réseaux et leur financement. On salue Betsy qui nous dit qu'il faut traiter d'égal à égal avec les Africains. Nariman, qu'il se contente d'œuvrer en France où on a un énorme taux de chômage. C'est une adresse à Emmanuel Macron. On va retourner à Abidjan. Bonjour Tanguy Berthomé. Bonjour. Vous couvrez pour le Figaro depuis le début de la semaine cette visite donc d'Emmanuel Macron, cette tournée africaine. D'abord une chose, dans le Figaro ce matin, et c'est à lire sur lefigaro.fr, vous dites que le contour de cette task force contre les passeurs en Libye sont encore assez flous. Est-ce qu'on en sait un petit peu plus depuis le moment où vous avez écrit ? Non, pour l'instant, quand je dis que c'est flou, c'est ce qui nous a été révélé. Après, peut-être qu'effectivement, il y a des groupes de travail qui sont en ce moment
à la faire pour essayer d'effectivement rendre la chose un peu plus concrète. Pour l'instant, on voit surtout une volonté de faire quelque chose. Et là où c'est flou, effectivement, c'est que Emmanuel Macron a dit qu'il y avait un certain nombre de camps identifiés qui pourraient être évacués rapidement et qu'il avait reçu l'autorisation des autorités libyennes pour ce faire. Mais on ne sait pas du tout par quel biais ça va se faire. Est-ce que ça va se faire par la négociation, avec des ONG, des organisations internationales, humanitaires, ou est-ce qu'on envisage éventuellement un recours à la force? Ça, on ne le sait pas. Qu'est-ce qui vous a le plus frappé depuis le début de cette tournée, vous qui couvrez l'Afrique depuis un certain nombre d'années pour le Figaro et qui connaissez bien ce continent? Écoutez, c'est toujours pareil, c'est un nouveau président, on connaît Emmanuel Macron, il a un style assez particulier, il entend imprimer ce style, et il a fait ça en Afrique comme il le fait ailleurs. Alors, dans le discours qu'il a fait, il a relevé quelques points qu'on voulait entendre depuis longtemps, notamment cette volonté de ne pas parler à l'Afrique, et en soulignant longuement que c'est un continent avec 54 pays différents, avec des cultures différentes, des langues différentes, des passés et des histoires différentes, donc on ne peut pas définir d'un seul coup une politique qui irait à l'Afrique. Et c'est pour ça qu'il dit qu'il n'y a pas de politique africaine de la France, ce qui est une sorte d'anachronisme un peu étrange, parce que c'est vrai qu'il n'y a pas de politique asiatique, il n'y a pas de politique sud-américaine, donc pourquoi il y aurait une politique africaine particulièrement? Mais il a en parallèle quand même gardé un certain nombre de choses, notamment il a reconnu les liens particuliers de la France avec l'Afrique. Il n'a pas non plus totalement tourné la page historique, on va dire, mais il a l'intention de rénover tout ça, oui. La partie francophone du sommet du voyage s'achève. Maintenant, c'est la partie anglophone, c'est ça, hein, Tanguy, qui commence aujourd'hui? Voilà, Emmanuel Macron va arriver au Ghana à midi. Bon, l'Élysée ne s'en cache pas. Hein, cette étape est avant tout symbolique, comme d'ailleurs ses prédécesseurs l'ont toujours fait dans les tournées. On inclut maintenant, les présidents français incluent toujours un pays non francophone afin effectivement de desserrer un petit peu ce huis clos avec les pays francophones et dire que la France entend parler d'égal à égal avec l'ensemble des pays du continent et pas seulement avec les pays francophones, même si évidemment elle garde des relations plus particulières avec les pays francophones. Merci beaucoup. Mais oui, il y a quand même, il y a néanmoins, au-delà du symbole, il y a néanmoins un contenu diplomatique assez important dans cette visite, qui est le Togo, où vous savez en ce moment il y a des soulèvements, des manifestations contre le pouvoir en place. Oui. Le président fort et le Ghana, le nouveau président ghanéen joue un rôle de médiateur important dans cette crise. Et donc la France pourrait apporter sa contribution dans la résolution de cette crise. Merci beaucoup, Tanguy. Oui, pardon. Non, je voulais juste rajouter que oui, puis c'est aussi la volonté qu'on voit imprimée par la France depuis un certain nombre d'années encore, de voir les crises africaines réglées par les Africains. Et c'est vrai que la CEDEAO, c'est la communauté des États d'Afrique de l'Ouest, est assez en pointe sur ce sujet. Et la France apporte son soutien à la médiation africaine autant qu'elle le peut et essaye de ne pas s'impliquer directement. Merci beaucoup, Tanguy, de toutes ces précisions. Et on continue à suivre cette visite avec vous sur lefigaro.fr et bien sûr à retrouver dans les éditions de ce jeudi du Figaro en version papier et bien sûr dans les éditions de vendredi. Merci beaucoup. Juste avant de lancer le débat, je voudrais qu'on écoute bien une phrase à laquelle notre Tanguy Berthemé faisait allusion. C'est cette fameuse phrase sur la politique africaine de la France. C'était donc dans un pays que vous connaissez bien, Emmanuel Bett, c'était le Burkina Faso et c'était il y a 2 jours. On écoute le président de la République. Je ne vais pas venir ici vous dire que nous allons faire un grand discours pour ouvrir une nouvelle page de la relation entre la France et l'Afrique. Ou je ne suis pas venu ici vous dire quelle est la politique africaine de la France, comme d'aucuns le prétendent. Parce qu'il n'y a plus de politique africaine de la France. Alors, en cas de problème, on nous appelle au secours. Pourquoi vouloir absolument une rupture? C'est ce que demande un internaute du Figaro. Voire, on nous accuse en cas de retard. De fait, la France est une puissance régionale, économique et militaire en Afrique. Il faut l'assumer. Qu'est-ce que vous en pensez? Bien, je crois qu'il y a plusieurs dossiers qui ont déjà été abordés, notamment celui de l'immigration et celui de la politique africaine. Alors, sur la formule, moi, je ferai une petite remarque très libre. La formule est très à droite, hein, notamment vis-à-vis du public, qui était le public estudiantin de Ouagadougou, hein, et que la politique africaine, pour beaucoup, est similaire de France-Afrique, etc. Or, ce n'est pas du tout le cas.
Moi, je crois quand même que la forme... une différence entre les deux, entre la France-Afrique et la politique africaine de la France. Non, justement, pour beaucoup de publics africains, c'est un peu la même chose. Et c'est là où est le problème, parce que moi, je suis convaincu qu'il faut une politique africaine de la France. Et j'allais dire, tout le discours du président le montre, puisqu'au travers de tous les thèmes qu'il a développés, qu'ils soient les sujets d'éducation, de migration, de lutte contre le terrorisme, de démographie, etc., c'est des sujets qui sont plus spécifiquement propre à l'Afrique. Et j'allais dire, on a, contrairement à ce que disait Tanguy Berthomé, on a une politique européenne en France, on a une politique euro-atlantique, et il est normal qu'on ait une politique africaine dans le cadre d'une vision stratégique globale sur nos engagements, qu'ils soient civils ou militaires dans le monde. Et donc je pense que la politique africaine est toujours d'actualité, est toujours nécessaire, même si la formule était bien ciselée pour le public considéré. Jean-Pierre Marcilly. Je pense que il y a des grands axes qui se dessinent sur le continent africain. Il y a la jeunesse, le président l'a bien mis en avant. Il y a l'enjeu du secteur privé. Il y a la question de l'éducation. Tout ceci, ce sont des éléments qui se retrouvent sur l'ensemble du continent. Et je crois d'ailleurs que le président a bien mis en avant qu'il fallait arrêter avec ces découpages de l'Afrique, notamment cette frontière transsaharienne qui voudrait qu'il n'y a pas d'échange, il n'y a pas de dynamique, il n'y a pas de synergie entre l'Afrique du Nord et l'Afrique subsaharienne. Donc tout cela, il y a effectivement des éléments qui réunissent. Maintenant, l'Afrique est plurielle, elle est diversifiée. On ne s'adresse pas de la même façon à l'Afrique du Sud ou au Burkina Faso, par exemple. Et là, je crois que c'est vraiment ce qu'il faut faire, ce que recommande le discours. C'est une approche pragmatique, respectueuse, en fonction des attentes de nos partenaires qui ne sont pas les mêmes dans chaque pays. Alika nous dit « Macron est talentueux, énergique, sans langue de bois, quelle prestance, beaucoup d'humour et intelligent, je suis fier du président actuel ». Et Armand nous dit « Excellente prestation à Ouagadougou et Abidjan, Macron maîtrise ses dossiers ». C'est ce que vous avez trouvé, Jean-Paul Gurevitch ? Alors, je vais revenir juste un tout petit peu en arrière, puisqu'on a commencé sur la Libye, pour dire que ça fait 1 an quand même qu'on ait un certain nombre à dire ce qui se passe en Libye, la façon dont sont traités les Africains par les Libyens, et il a fallu attendre le reportage de CNN pour que la communauté se mobilise, ce qui veut dire que les lanceurs d'alerte ne sont pas écoutés. Alors maintenant, par rapport à votre question, il me semble qu'il y a automatiquement une politique africaine sur le plan militaire, puisque nous avons en Afrique une dizaine de milliers d'hommes qui sont prêts positionnés, et il y a une politique civile, ne serait-ce que parce qu'il y a 256 000 Français en Afrique subsaharienne. Donc, on ne peut pas dire qu'il n'y a pas de politique africaine de la France, même si elle est très loin de la France-Afrique, et si très intelligemment, Emmanuel Macron a préparé son discours en proposant des visas aux étudiants, en proposant de déclassifier le dossier Sankara et en laissant entendre qu'il allait y avoir une rupture. Une précision sur le dossier Sankara, Emmanuel Bett, est-ce que vous pouvez rappeler brièvement quel est l'enjeu et quelle est la portée de cette décision ? On signale Armand qui nous dit « Macron est un jeune président qui parle à un jeune continent ». Le dossier Sankara est un dossier spécifiquement burkinabé. Donc le président s'adressait aux Burkinabés et aux Africains, mais à Ouagadougou. Et donc c'était une demande attendue depuis de très nombreuses années. Donc Thomas Sankara, qui était l'ancien président, qui a été assassiné en 1983 par ceux qui avaient d'ailleurs fait la révolution avec lui, qui étaient Blaise Compaoré, Lingani, Zongo, etc. Et il a été assassiné, ceux qui l'avaient assassiné. Blaise Compaoré qui lui succédera. On ne sait toujours pas d'ailleurs qui a assassiné Thomas Sankara. Il y a de nombreux débats là-dessus, il y a de nombreuses... et un procès est attendu, notamment depuis la chute de Blaise Compaoré. Un procès est demandé par la société civile, est demandé par les autorités burkinabées. Et donc c'est un dossier qui va sortir. Je crains qu'on n'en tire pas grand-chose. Et quel est le rôle de la France dedans ? Je ne pense pas du tout comme vous. Je pense qu'on va en tirer quelque chose. Parce que si vous écoutez, si vous reprenez le discours de François Mitterrand devant Thomas Sankara, et si vous le reprenez dans le détail, vous vous apercevez que derrière les gentillesses
il y a des attaques violentes. Donc ce que vous êtes en train de dire, c'est que peut-être il y a une implication de la France dans l'assassinat de Thomas Sankara, et c'est la levée des archives pourrait permettre d'élucider cette question. Moi, personnellement, j'en suis pas convaincu. C'est une hypothèse. D'autant que, si vous voulez, aujourd'hui, sur ce dossier, il y a tellement d'implications locales diverses et variées qui peuvent mettre en cause des acteurs actuels de politique burkinabé, que je crains malheureusement que ce dossier soit enterré. Anne Chévial, je voudrais vous livrer ce commentaire d'un internaute qui nous dit pendant que Macron fait des discours, les Chinois font du business en Afrique. S'il n'y a plus de politique africaine de la France, bon, on voit bien que cette affirmation est déjà contestée, mais mettons qu'il n'y ait plus de politique africaine de la France, est-ce que d'autres ne vont pas en tirer profit ? Je pense que les Chinois, ils en ont déjà tiré profit. Les Chinois, ils sont beaucoup investis en Chine, en Afrique. Ils sont le premier partenaire de l'Afrique déjà depuis plusieurs années. En fait, ce qui a marqué un peu le démarrage, c'était en 2000, il y a eu un sommet Afrique-Chine à Pékin, qui a un peu été le démarrage. Il y a eu le boom des matières premières. Et donc, les investissements aussi sont en train de se développer avec le fameux grand projet de Xi Jinping qui s'appelle les Nouvelles Routes de la Soie. Et donc, les pays africains essayent d'être un petit peu sur cette grande carte des Nouvelles Routes de la Soie. Moi, je rentre effectivement du Maroc, où j'étais à un forum Chine-Afrique. Et là, on voit que les pays africains déroulent le tapis rouge aux investisseurs chinois et aux entreprises. Mais pourquoi ? Parce que les Chinois, ils arrivent clé en main. Ils apportent le financement, la solution, les entreprises. Et voilà, donc c'est très, très, très dur de résister à ce rouleau compresseur. Mais cela dit, je pense qu'il y a tellement de besoins en Afrique qu'il y a de la place pour tout le monde. Voilà. Jean-Pierre Miceli, en résumé. Est-ce que l'Agence française de développement est outillée d'ailleurs pour contrer l'offensive chinoise ? Alors d'abord, comme disait notre ami, il y a de la place pour tout le monde. Et je pense que les Africains déroulent le tapis rouge à tous les partenaires. En fait, les Africains sont à la recherche d'un partenariat élargi. Et c'est à nous d'y trouver notre place. Sur le continent africain, la France a une des positions les plus importantes par rapport à d'autres continents. Il faut être innovant et il faut être contemporain. Et je pense que le président qui s'est déplacé avec des PME, avec des start-up et tout ce type de nouveaux acteurs économiques par rapport aux déplacements précédents, toujours avec des grands patrons de grands groupes qui sont importants, les grands contrats. Mais diversifier cette présence, c'est un moyen de surprendre, d'innover et de mieux répondre à la demande donc, de partenariats économiques. Donc je pense qu'il ne faut pas être défensif. Il faut parler à tout le monde, il faut bien répondre à la demande. Et oui, on a la panoplie des instruments et je pense qu'on va nous aider à les renforcer pour être davantage adaptés à cette Afrique en mouvement. Je voudrais revenir sur ma remarque préliminaire, c'est-à-dire que tout ceci, que ce soit l'économie, que ce soit le développement, que ce soit le social, que ce soit le sécuritaire, présuppose une stratégie, une politique, sinon il n'y a pas de coordination, il n'y a pas de synergie, et donc ça présuppose une politique qui n'est pas, j'insiste, qui n'est pas la France-Afrique, qui est une politique globale. Il est normal qu'un État comme la France ait une politique avec les États-Unis, une politique avec l'Europe, une politique avec l'Afrique, une politique avec d'autres, mais ça suppose une politique. Et la meilleure preuve, c'est que vous avez cité la Chine. La Chine a une vraie politique africaine. L'Inde a une vraie politique africaine. Qui est la politique des Nouvelles Routes de la Soie. Oui. Voilà. Jean-Paul Gourevitch. Oui, je voudrais quand même moduler l'intérêt des Africains pour la Chine, parce que, comme vous l'avez dit... Enfin, quand vous allez à Bamako, l'un des ponts sur le Niger est chinois. Quand vous sortez de Bamako, vous voyez du mandarin partout, même dans un pays... Tout à fait. Ils ont été le premier investisseur l'année dernière en Afrique. Mais avec une différence très importante, c'est que ça ne donne pas d'emploi direct aux Africains, et surtout, quand ça donne des emplois, ce sont des emplois subalternes. Je reviens, j'étais il n'y a pas longtemps au Cap-Vert, le Cap-Vert est parfaitement investi par les Chinois, sauf qu'ils tiennent les leviers et que les Africains font le travail de base. Mais je pense qu'il y a peut-être un changement qui va s'opérer, c'est que là, si les Chinois aussi investissent, c'est qu'ils sont en train de changer de modèle économique. Ils veulent maintenant, ils ne veulent plus être l'usine du monde, mais ils veulent être le premier consommateur mondial. Et donc ça va changer. C'est-à-dire quoi ? Que leur pouvoir d'achat est en train d'augmenter, là, ils sont de moins en moins compétitifs, et qu'est-ce qu'ils cherchent ? Ils cherchent à retrouver la compétitivité ailleurs. Et où ? En Afrique notamment.
évidemment, il y a l'exemple de l'Éthiopie où ils viennent investir et construire des usines. Le Maroc essaie de se positionner comme un pays très compétitif, puisque maintenant, et d'ailleurs il y a un exemple très intéressant au Maroc, c'est la filière textile qui a disparu il y a une quinzaine d'années, qui s'est délocalisée en Chine. Et aujourd'hui, les Chinois, des investissements reviennent investir au Maroc sur le textile. Donc là, il y a peut-être, je ne sais pas, j'essaye d'être positive, il y a peut-être un espoir et que peut-être que les investissements chinois seront plus créateurs d'emplois, en tout cas on peut l'espérer. Je voudrais qu'on continue sur la question du développement, juste très rapidement, puisque c'est une des questions qui a été soulevée pour faire face notamment à la crise migratoire. Un état des lieux très rapide, Jean-Paul Gourevitch. L'émigration augmente-t-elle en Afrique ou bien elle est toujours stable? Alors, l'exode des Africains. Voilà, ce qui se passe, c'est que les migrations internes, qui étaient plus importantes que les migrations externes autrefois, puisque les Africains, quand ils migraient, allaient dans un autre pays africain, sont maintenant concurrencés par des migrations externes. Et le résultat, c'est que les migrations des Africains vers l'Europe, qu'il s'agisse des migrations légales ou qu'il s'agisse des migrations irrégulières, sont en augmentation. Nous avons en France actuellement une arrivée de 220 000 migrants légaux, dont plus de 60% d'Africains. Et en ce qui concerne les migrations irrégulières, nous avons une arrivée de 50 à 60 000 Africains, dont certains... Ça, c'est selon vos calculs, ce que vous dites. Voilà, dont certains obtiendront l'asile. Ce n'est pas simplement mes calculs. Moi, je travaille avec un certain nombre d'organismes, avec l'Organisation internationale des migrations, avec Eurostat. Donc, ce sont des chiffres qui sont contrôlables. Jean-Pierre Marcelli, je vous donne tout de suite la parole. Je voudrais qu'on écoute justement la solution au défi migratoire qui a été proposée par Emmanuel Macron. Une des solutions, on l'écoute. Ne pas en parler, c'est irresponsable. Dire « tout va bien, Madame la Marquise, c'est formidable, il n'y a pas de problème, on va continuer ensemble comme on a toujours fait. » Et on va s'apercevoir qu'il y a une démographie extraordinairement dynamique. Mais dans nombre de pays qui déjà n'ont pas la croissance pour faire vivre une génération, une démographie qui fait basculer encore de l'autre côté. C'est ne pas partager une préoccupation que nous devons avoir en commun. Alors on va regarder également les chiffres de la croissance qui vont sur une zone qui s'étend de l'Afrique subsaharienne à l'Afrique du Sud. Et on s'aperçoit qu'après un pic dans les années 2000, on n'est plus qu'à 1,2% de croissance. Jean-Pierre Marcelli, alors est-ce que c'est vraiment le problème, la démographie, et est-ce que propose Emmanuel Macron, c'est vraiment la solution? Je ne dirais pas que la démographie est le problème, c'est le défi. Il y a une croissance démographique assez inédite et c'est là-dessus qu'il faut tous se concentrer. Je crois que dans le débat, il manque un élément, c'est le capital humain. C'est l'investissement nécessaire dans le capital humain. Il faut éduquer, il faut former, il faut employer, il faut donner un avenir à cette jeunesse, sachant que nous, on a un avenir commun avec l'Afrique. Et je crois qu'il y a une autre dimension qui manque, c'est l'Europe. Soyons un peu humbles et pragmatiques. Je dirais, en construisant des coalitions d'acteurs avec l'Union européenne, on parlait là de la Chine, mais je dirais c'est à plusieurs qu'on va construire des solutions. Et je crois que le sommet Union européenne, Union africaine l'a rappelé. Alors cette démographie, elle doit aller vers une transition. Ce qu'il faut que les Africains fassent moins d'enfants, c'est ça que dit Emmanuel Macron. Et c'est ça qu'on entend depuis longtemps. Il y a une première transition. Vous dites qu'il y a un défi, c'est intéressant, c'est-à-dire que vous n'êtes pas complètement dans cette lignée-là. Il y a une première transition, c'est la chute de la mortalité infantile dont il faut se réjouir. La deuxième transition, c'est la baisse de natalité. La baisse de natalité, elle intervient partout, mais peut-être pas suffisamment rapidement par rapport aux attentes. Et là, la réponse, c'est l'éducation, c'est rendre autonomes les jeunes filles, c'est leur donner la possibilité de choisir ce qu'elles veulent faire plus tard. Propose Emmanuel Macron. Non, moi sur ce sujet, je laisse les spécialistes parler. Simplement sur le sujet de la démographie, qui est la réflexion classique, un atout ou opportunité, ça peut être les deux à la fois si on a vraiment un développement qui l'accompagne. Moi, je trouve sur le sujet que les propos d'Emmanuel Macron et de notre président étaient très, très pragmatiques, puisque ça traitait justement de l'éducation des jeunes filles, de la lutte contre les mariages précoces, de la lutte contre les mariages multiples, etc. Des propositions très concrètes et immédiates plutôt que l'application souvent de concepts très occidentaux. Et donc je trouve que ces propositions étaient assez intéressantes, sachant que, comme toujours,
En matière démographique, je crois que les régulations et les équilibres se créent en même temps que le développement et voire l'émergence, même si c'est un peu prétentieux. La question, c'est de savoir si avoir trop d'enfants, par exemple, entre guillemets, est un obstacle justement au développement. Et donc le développement ne peut plus réguler la démographie. Moi, je crois que ce n'est pas un problème de nombre, c'est un problème justement de régulation. Et les propositions qui ont été faites étaient assez concrètes. Moi, alors que souvent, quand j'étais ambassadeur, j'ai des grandes réunions sur ce sujet-là, où nos amis de la Banque mondiale arrivaient avec des théories toutes faites, applicables à tout le monde, qui n'étaient pas du tout adaptées au contexte local, bien souvent. Dans le cas présent, l'éducation et la formation, à mon avis, est l'élément clé. Et l'éducation des jeunes filles est un élément très fort, à mon avis. Jean-Paul Gourevitch. Oui, la transition démographique qui a touché le Maghreb n'a pas véritablement touché actuellement l'Afrique, sauf dans quelques... Il y a une moins grande croissance villes. démographique au Maghreb, c'est ce que vous êtes en train de dire. Ah, il y en a beaucoup moins. Et ça n'a pas encore touché l'Afrique. D'autre part, quand la croissance démographique est supérieure à la croissance économique et qu'on a déjà un retard à l'allumage, il y a peu de chances de pouvoir rattraper. Donc je trouve les propos d'Emmanuel Macron qui étaient bien tournés, relativement sensés, parce qu'il a bien insisté, sans insister trop lourdement, sur le fait qu'il va falloir quelque part que l'Afrique se passe par la transition démographique. Il faut quand même le souligner, sur les forums du Figaro, on peut le lire, on ne le lit pas encore chez les internautes, vous continuez à réagir, à nous poser vos questions. Kanouni qui nous dit, souvenez-vous de ce qu'a dit Chirac, il faut rendre aux Africains ce que la France leur a pris, c'est un autre débat, mais dans les forums du Figaro, on lit notamment des gens qui disent « Mais de quoi se mêle Macron, justement, sur l'éducation des jeunes filles ?» Parce que ça heurte parfois certains... Quand vous dites les mariages multiples, ça heurte la polygamie. Donc ça heurte certaines représentations culturelles ou civilisationnelles. Oui, mais cette politique démographique, c'est d'abord les États, effectivement. Et il y a 54 États, on l'a souligné, et les États ne réagissent pas de la même façon. Mais je crois que ce qu'il faut bien se garder de faire, c'est d'appliquer nos concepts occidentaux, comme on le voit partout, ceux de la Banque mondiale, etc. Il faut au contraire. Moi, j'insiste, ce thème de l'éducation est fondamental sur ce sujet. Et ensuite, la régulation avec le développement, on a constaté dans toutes les régions du monde que c'est comme ça que ça évolue normalement, et ce n'est pas au nom de dictats et d'impositions. Jean-Pierre Marcelli, je voudrais vous faire réagir maintenant à une intervention, celle qui a été faite par Nicolas Dupont-Aignan hier, sur ce qu'il faut, selon lui, faire sur l'Afrique. On l'écoute. Maintenant, quel est l'enjeu ? C'est par exemple que l'aide au développement de la France ne baisse pas. Elle a baissé de 140 millions en juillet. Quel est l'enjeu ? C'est qu'on réussisse la reforestation du Sahel, qui est un grand projet de la ceinture verte. Je veux dire que maintenant, c'est comme toujours avec Macron. Est-ce qu'on va passer des discours, de la télé-réalité, du show télévisé, à de vraies mesures structurelles ? Alors, on va sortir de la polémique politique. On va rester sur ce que dit Nicolas Dupont-Aignan. Il dit deux choses. D'abord, que l'aide française au développement a diminué. Et la deuxième, c'est qu'il faut faire un investissement écologique en Afrique. Vous êtes la personne la mieux située pour répondre. Je crois qu'on ne peut pas dire que l'aide au développement française a baissé. Il y a un ajustement entre les différents compartiments de l'APD. Donc il y a eu une légère réduction sur un volant l'année dernière, mais globalement, l'aide publique au développement n'a pas baissé l'année dernière. Et je crois que surtout, ce qu'il faut remarquer, et bien donc bien là, noter, vous contredisez ce que dit Nicolas Dupont. L'APD française n'a pas baissé l'année dernière. Absolument. Elle n'est pas arrivée aux objectifs. L'aide publique au développement. Voilà. Je crois qu'il faut moduler un petit peu tout ça, même si c'est une réalité. Je crois que l'aide au développement, si vous voulez, ça comprend plusieurs parties. Et c'est là où il peut y avoir débat. C'est l'aspect multilatéral de l'aspect bilatéral. C'est l'aspect de ce qu'on met dans l'APD. Et si vous voulez, dans l'aide publique au développement, on met une multitude de composantes. Et c'est là-dessus où il peut y avoir des variantes et trucs. Mais elle a baissé, puisque le président Macron a lui-même dit qu'il fallait qu'en 2022, on revienne à 0,55, alors que les objectifs précédents étaient de 0,7. Je vous le rappelle, qu'on n'a jamais atteint. Ce sont les objectifs qui ont baissé, ce n'est pas l'aide par rapport à l'année dernière. Et par contre, ce qu'il faut souligner, c'est la confirmation de l'engagement d'Emmanuel Macron de porter l'aide publique au développement à 0,55% donc en 2022. C'est un effort qui est considérable, mais c'est un effort qui est nécessaire. On a des solutions en ce moment, on parlait de démographie, il y a des États qui ont des politiques maintenant de contrôle démographique, d'accompagnement de la population, et il faut trouver les moyens. Et pour ces moyens, il faut davantage d'aide, et notamment davantage de dons, parce qu'on ne peut pas, je dirais, tout traiter.
française au développement va aller à la contraception, au moyen d'avoir moins d'enfants? Elle va aller de manière beaucoup plus décomplexée vers l'accompagnement de la demande de nos partenaires. Et nous avons, de la part de nos partenaires, dans les pays où la dynamique démographique est la plus forte, une demande d'appui pour mettre en œuvre ce qu'ils souhaitent réaliser. Et donc, je dirais, mettre en capacité leur jeunesse. Donc oui, il y a une demande, et oui, nous avons besoin de davantage de moyens pour y répondre. Il faut aussi beaucoup aider, je pense, les États à essayer de mobiliser les ressources internes. Parce que l'aide au développement, c'est pas la... Alors c'est ce que disent également effectivement un certain nombre d'internautes du Figaro. C'est certaines questions qui disaient le problème c'est que cet argent va aller sur des comptes qui vont être placés sur des comptes en Suisse. Moi, si vous voulez, sur l'aide au développement, je crois qu'il y a deux aspects. Hein. C'est vraiment cette partie, moi, qui m'est très chère. Et d'ailleurs que le dernier rapport parlementaire sur l'APD 2018 mentionne, c'est le rapport du multilatéral et du bilatéral. Les parlementaires déplorent que sur le budget 2018, l'aide au développement arrive à, si mes chiffres sont exacts, autour de 60% à peu près en multilatéral, et souhaitent et expriment la volonté politique d'aller à plus d'aide bilatérale, qui est plus visible, qui est plus immédiate, plus réactive, alors que, ayant vu tout ce que pouvait faire l'Union européenne, qui est très efficace, notamment à l'époque où on faisait de l'infrastructure, c'était très efficace, elle n'en fait plus au titre des programmes nationaux maintenant, mais à l'époque elle en faisait. C'est quoi, par exemple, un exemple concret? Eh ben, c'est une route interrégionale, c'est un port, c'est le soutien, c'est l'électrification, c'est tous ces sujets-là qui sont fondamentaux. Mais le problème, c'est que les procédures sont très longues, très compliquées, et que la réponse au problème du moment n'est pas immédiate, alors qu'avec le bilatéral, elle est beaucoup plus rapide. Et je ne fais que reprendre le rapport de 2018. Le rapport parlementaire soulève très bien cette question, et je pense qu'elle est fondamentale pour l'avenir de notre aide au développement. Jean-Pierre Marcelli, je vous laisse répondre. Je pense que cette aide au développement accrue, elle doit être conditionnelle. D'abord, nous, il faut qu'on fasse plus de terrain, plus de résultats, plus d'évaluation. Ça a été d'ailleurs souligné par le président. Donc on est en train de faire évoluer, notamment dans les zones les plus vulnérables, nos modalités d'intervention pour qu'elles soient beaucoup plus directes, je dirais, mesurables et ça, j'ai compris les éléments de langage. Non, mais concrètement, c'est le problème qu'on a sur l'aide au développement. Et c'est vraiment la demande qu'on a des internautes sur cette question-là. C'est de savoir qu'est-ce qu'on peut apporter concrètement et en quoi on peut justement aider vraiment au dynamisme. On a parlé notamment des PME. Ben, je crois que tout tourne autour de la jeunesse. Il s'agit d'éduquer, on a suffisamment parlé. Il s'agit d'employer. L'employé, il faut investir dans l'agriculture. Il faut investir dans les gisements d'emplois que détiennent ces zones. L'agriculture, non? L'agro-industrie. L'agro-industrie, donc c'est ce que disait Nicolas Dupont-Aignan. Les petits métiers, tous ces petits métiers dans le cadre du développement urbain qui va être considérable, ça va faire une demande d'emploi plus ou moins qualifiée qu'il faut équiper. En ce moment, on manque de compétences. Et puis il faut également, bien sûr, développer tout ce que la jeunesse demande, c'est davantage d'activités, davantage de sport, davantage de vie sociale et de culture. Et en face, il faut de la redevabilité. Je dirais, il faut qu'ils puissent rendre des comptes. Il faut qu'ils puissent rendre des comptes. Et il faut des procédures et des procédures de contrôle. Il faut de la transparence. Déjà, d'ailleurs, mais elles ne sont pas suffisamment performantes. Il faut de la transparence, il faut davantage de société civile qui puisse elle-même évaluer l'action des gouvernements. Et au Burkina Faso, elle est développée, on l'a vu dans le départ de Blaise Compaoré, et là, avec la visite d'Emmanuel Macron. Jean-Paul Gourevitch, vous dites que l'aide publique au développement, elle peut avoir un effet pervers sur l'immigration. Tout à fait. Ça fait une vingtaine d'années qu'on a considéré l'aide au développement comme une potion miracle. Moi, je suis en Afrique depuis très longtemps. Je ne conteste pas l'intérêt de l'aide au développement, mais il y a un mythe. Le mythe, c'est que l'aide au développement, quelque part, va diminuer les flux migratoires. Or, ce qu'on a montré, c'est que c'est justement le contraire. L'aide au développement stimule le désir d'immigrer. Je ne vais pas faire un discours que j'ai tenu par ailleurs, expliquez-nous quand même, mais parce que je peux expliquer c'est quand même en 2 minutes. Important. Pour réussir sa migration, il faut 3 capitaux. Un capital intellectuel, on a quelque chose à vendre, ou on a une force de travail à donner. Un capital financier, il faut payer son voyage et en même temps rembourser ceux qui vous ont aidé à partir, et puis vivre là-bas. Et un capital relationnel, trouver dans le pays d'accueil une diaspora qui va vous permettre de trouver du travail, des papiers, etc. Or, l'aide au développement, elle augmente le capital intellectuel. Nous avons d'ailleurs, nous, beaucoup investi sur l'éducation et nous avons notamment formé un certain nombre de diplômés mais qui n'ont pas de travail local. L'aide au développement
augmente le capital financier et elle augmente le capital relationnel. C'est-à-dire que nous avons donc c'est-à-dire qu'on a plus d'argent pour partir et on a plus de relations pour être accueillis dans les pays d'émigration. C'est pour ça que ce problème d'émigration, à mon avis, c'est lié. Alors là, je ne suis pas tout à fait d'accord avec mon voisin, hein, mais je pense au développement, qui est un sujet fondamental, hein, qui est créer des emplois, former, donner de la formation professionnelle et créer des secteurs professionnels, valoriser des filières, agro-industrie, transformation locale, valeur ajoutée, etc. Mais il y a aussi à une politique nationale des États européens. Et j'allais dire, il y a un sujet, par exemple, et je rebondis là-dessus, c'est, moi, je trouve qu'on devrait davantage former de jeunes Africains en France aujourd'hui, mais par contre, avec une contrainte, c'est qu'ils reviennent chez eux. Alors que la célèbre formule aujourd'hui, c'est qu'il y a plus de docteurs béninois en France qu'au Bénin. C'est un scandale. Parce qu'il n'y a pas de suivi. Parce que quand nous avons proposé puisque le moment de l'établissement des faits, je veux en souligner un. 80% des migrants vont en Afrique et restent en Afrique. Et nous, on ne voit, je dirais, que le sommet. On ne voit que ce qui nous interpelle, mais les flux migratoires, ils se dirigent d'abord. Alors, je ne suis pas d'accord avec notre ami. Ils se dirigent d'abord en Côte d'Ivoire, d'abord en Guinée, d'abord au Nigeria, d'abord vers le Sénégal, donc vers les pays côtiers où se trouvent les gisements d'emplois supposés. Et donc, c'est pour ça que l'aide doit se tourner vers les pays qui donc émettent des migrants, mais également ceux qui les accueillent en Afrique. Donc, c'est une véritable politique régionale d'équipement de ces grandes zones pour une population plus importante. On pourra faire une émission, je pense, en soi sur l'immigration et l'Afrique, mais je voudrais qu'on aborde un autre point qui est quand même capital sur l'Afrique, c'est l'intervention militaire française face aux défis migratoires et aux défis terroristes. Donc Macron défend l'implication française et c'était là aussi mardi à Ouagadougou. On l'écoute. Ici, nous nous engageons, mais pas parce que nous nous désengageons de la Libye. Parce que d'où partent celles et ceux qui vont vers la Libye? D'ici, de la région. Donc il faut une politique de développement, c'est l'Alliance pour le Sahel. Il faut une politique pour éradiquer ces trafiquants, c'est le G5 Sahel avec la force Barkhane. Nous remontons et luttons contre les trafics, c'est ce que je vous ai dit. Et nous avons envoyé des missions pour protéger sur le terrain. Et nous continuerons. Alors, je voudrais qu'on fasse juste un point rapide sur ce qu'a dit Emmanuel Macron, c'est l'Alliance Sahel pour lutter contre les passeurs. Est-ce que ça peut être efficace? Qu'est-ce qui reste encore à faire? Jean-Paul Marcelli. La politique donc, européenne et française sur cette zone d'instabilité, elle a deux piliers. C'est frapper l'insécurité, sans laquelle il n'y aura pas de développement. Et donc, il s'agit de réduire le crime qui est lucratif, qu'il soit politique ou purement économique, et puis de rétablir la légitimité de l'État afin que les jeunes se disent qu'ils ont un avenir s'ils investissent, s'ils vont à l'école, s'ils essaient d'avoir un petit emploi. L'Alliance pour le Sahel est juste là à la jonction avec la force pour immédiatement, après que la force ait rempli sa mission, pouvoir rétablir les services de base pour que dire oui, ça vaut le coup que l'État revienne. Alors vous répondez justement à une question qui est posée souvent par les militaires qui disent que ça ne peut pas marcher s'il n'y a pas d'aide au développement, leur implication. Non, c'est pour ça que je crois que sur ce sujet, il y a deux initiatives qu'il ne faut pas mélanger. Il y a le G5 Sahel qui est une initiative sécuritaire et militaire, et il y a l'Alliance pour le Sahel qui est plus une initiative globale de développement et d'accompagnement, de gouvernance, de rétablissement de l'état de droit, etc. C'est deux initiatives différentes. D'accord. Merci de l'avoir précisé, mais justement, ça nous permet d'y voir un petit peu plus clair. Jean-Paul Gourevitch. Mais je crois qu'Emmanuel Macron a dit quelque chose de très juste quand il a montré la connexion entre l'islamisme radical, les trafics de drogue, les trafics de migrants et, de façon générale, toute l'économie informelle. Et il ne peut pas y avoir une victoire militaire s'il n'y a pas une défaite des islamistes, mais en même temps aussi un recul de cette économie informelle. Or, actuellement, en Afrique, ce n'est pas ça qu'on voit, c'est le contraire. Alors, juste, je voudrais qu'on regarde le déploiement de l'opération Barkhane au Sahel, qui s'étend sur plusieurs pays. 4000 militaires français, le chiffre, lui, n'a pas diminué. On voit tout le matériel qui est déployé grâce à cette infographie qui a été faite par Laure Kermanac, qu'on remercie. Emmanuel Bett, juste une chose, quel est le bilan sécuritaire de Barkhane et est-ce que ça va continuer?
Moi, je crois qu'on ne peut que se féliciter du bilan militaire, sécuritaire obtenu par la force Barkhane, qui est finalement très limité au regard du territoire que nous venons de voir, hein, où, alors, j'allais dire, en d'autres temps, on aurait envisagé des déploiements de plusieurs dizaines de milliers d'hommes. Je vous pose la question quand même, parce qu'il y a eu quand même notamment des heurts au Burkina, une grenade qui a visé des militaires français juste avant l'arrivée du président Macron, sans parler de la convention. Vous avez vu le territoire que cela concerne, et je rappelle que ça atteint à peine 4000 militaires, et qu'au Kosovo, on avait 40 000 militaires. Sur un territoire grand comme la Bretagne. Donc je crois qu'il faut relativiser et qu'on ne peut que se féliciter de cette action militaire. Mais comme toute action militaire, elle est insuffisante. Et il faut qu'elle soit globalisée et accompagnée par toute une politique qu'on a évoquée depuis le début de cette émission. Et l'Alliance Sahel peut permettre justement... Devrait permettre, si elle se concrétise, cette globalisation du sujet, parce qu'une action militaire n'a jamais traité un problème à elle toute seule. On se heurte au scepticisme de Jean-Paul Gourevitch. Oui, parce qu'on a oublié de dire quand même qu'autrefois, il n'y avait pas de zone islamisée au Burkina Faso. Or, aujourd'hui, la région du Soum est une région où il y a... Où elle est, parce que... dans le nord du Burkina Faso, à la limite du Sahel, et il y a eu des morts, il y a eu des blessés, il y a eu des attaques d'islamistes, il y a surtout eu le fait que les islamistes ont attaqué les écoles et les enseignants en demandant de fermer les écoles ou de remplacer l'enseignement par l'étude de l'arabe et du Coran. Ça montre quand même que... Le danger est toujours présent. Comprenant, il y a un danger évident. Avec les rapports que j'ai évoqués tout à l'heure, avec les rapports que j'ai évoqués, on ne peut pas du jour au lendemain éradiquer l'ensemble d'une menace qui est d'ailleurs multiforme, qui vient de partout, de différentes sortes, et qui est liée, je le rappelle, et ça c'est important, aussi à toutes ces questions des trafics, de la criminalité organisée, de revendications ethniques même maintenant. Et ce qui se passe au Mali, c'est autant du radicalisme islamique que de l'ethnique. Hein, quand vous voyez des Peuls, des Songhai qui se révoltent contre l'État, etc., qui au début ne sont pas des radicaux islamistes. Hein, alors Jean-Paul Marcelli, est-ce que la solution elle est qu'économique justement pour lutter contre ces phénomènes, et notamment de ces phénomènes de radicalisation, de problèmes qui étaient des problèmes politiques ou des problèmes ethniques? D'abord, la force doit faire son travail, remplir sa mission, c'est-à-dire frapper ces réseaux qui sont criminels, qui sont lucratifs. Il faut désamorcer ces filières donc, qui sont également très financières. Ensuite, il faut reconquérir les communautés. Il faut travailler avec les communautés, avec les États bien sûr, mais avec les communautés en leur montrant qu'il y a un dividende au retour de la stabilité. Et donc, l'Alliance pour le Sahel, elle vise à remettre des enseignants, elle vise à, grâce à la sécurité, aider à ce que ces enseignants soient en sécurité, elle vise à développer l'irrigation, elle vise à mettre de l'électricité, notamment solaire, dans des zones qui n'en voient jamais la lumière. Alors justement, Emmanuel Macron a inauguré justement une centrale solaire à Ouagadougou juste avant de partir à Abidjan. On fera le bilan avec vous, Anne Chélial, de ce qui marche bien en Afrique, parce que c'est un de vos dadas, je sais. On va se quitter sur une question qui est toute simple, c'est celle qu'on posait au début. Est-ce qu'il faut une politique africaine de la France, finalement, et quelle est la nouvelle politique africaine, quelle politique la France doit avoir, plus exactement, en Afrique? Emmanuel Bett. Écoutez, je crois m'être déjà exprimé sur ce sujet. Hein. Je suis convaincu qu'un État qui se respecte, une puissance, a une vision stratégique, donc une politique africaine, comme une politique européenne ou une politique euro-atlantique, même si, effectivement, l'Afrique, c'est 54 États, donc ce n'est pas monolithique, c'est une stratégie, c'est des axes d'effort, mais il doit y avoir une politique africaine, bien sûr. L'un n'empêche pas l'autre, d'ailleurs. Bien sûr. Une politique globale est très localisée, très diversifiée. La politique globale, elle se décline par État, et quelquefois, c'est même pas par État, d'ailleurs. Peut-être une politique bilatérale, plus bilatérale, plutôt que de faire des grands sommets Afrique-France? Alors ça, on peut en débattre. Je crois qu'il faut des deux. Il ne faut pas être manichéen sur ce sujet-là. Par contre, je pense qu'aujourd'hui, il n'y a pas assez de bilatéral et il y a une insuffisance de France dans le bilatéral sur tous ces sujets. Jean-Paul Gourevitch. Je crois qu'il y a deux interlocuteurs à convaincre qui sont très différents. D'un côté, la jeunesse africaine que nous avons tourné la page et elle n'est pas convaincue. On l'a bien vu avec des manifestations dans lesquelles c'était intéressant. Dans les manifestations contre, il n'y avait pas d'enfants. Il n'y avait pas de jeunes femmes. Et le deuxième, et je vais m'arrêter là, c'est de convaincre nos collègues européens qu'il y a une politique africaine de l'Europe et celle-là, elle n'existe pas. Jean-Paul. Je dirais plutôt qu'il faut une ambition française, et cette ambition, elle est là. Politique, c'est lié à des approches un peu monolithiques, donc c'est un peu, je dirais, c'est un peu imagé. Il faut cette ambition, et cette ambition doit être respectueuse et adaptable en fonction de la diversité des contextes.
Merci beaucoup. Êtes-vous satisfait du voyage d'Emmanuel Macron en Afrique? C'était la question qu'on vous posait sur Twitter. Eh bien, vous êtes une légère majorité à être satisfait. Merci beaucoup de nous avoir suivis. On reviendra sur ces sujets. Vous avez rendez-vous tout de suite, non, plus exactement dans 5 minutes, avec Yves Tréhard. Le Talk, il reçoit aujourd'hui Richard Ferrand. On se retrouve ce soir notamment pour Point de vue, présenté par Marie-Amélie Lombard. Merci beaucoup. Restez avec nous sur Figaro Live.